Aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un nouveau chapitre de One Piece, celui de cette semaine donc qui nous met en place le background de l'arc qui va se dérouler pendant un long moment en fait, qui prendra certainement place jusqu'à, je dirais peut-être 2 ans, 2 ans allez peut-être, oui je dis 2 ans ça a l'air long comme ça, mais Dressrosa aussi a duré très longtemps, et puis ce serait injuste de faire un arc beaucoup plus court pour cette partie là de l'équipage alors que pour le reste c'était un peu plus long, surtout qu'ici c'est un Yonko et traiter un arc concernant Yonko d'une manière plus courte que celle de Doflamingo, voilà, bon d'un côté c'est vrai que Doflamingo, je veux dire l'arc Punk Hazard, etc. c'était un arc prologue, j'ai envie de dire, à celui de Dressrosa. Mais il n'empêche que de la même manière on avait l'arc des Lits des Hommes Poissons qui justement était presque, mais presque, parce que en fait c'est juste dans sa conclusion, qui était une sorte de prologue aussi à celui de Big Mom. En fait il faisait un lien, une sorte de continuité pour pas que cet arc-ci en soit un peu l'arc standalone, un peu comme l'arc de Skypiea, qui en soit est un arc assez séparé, assez, on va dire isolé des autres, mais qui garde quand même, qui devrait garder je trouve une certaine continuité, notamment par rapport à Enel et la Lune, mais ça je pense que ce sera un foreshadowing qui apparaîtra bien plus tard. Bref, je m'égare. Donc pour revenir donc à ce que je disais, ce chapitre donc met en place les différentes îles qui se trouvent autour donc de Whole Cake Island, si j'ai bien compris c'est le nom. On va se dérouler la Tea Party, mais avant ça, donc Peckham et les autres donc arrivent sur cette première petite île qui est une des trentaines d'îles donc qui entourent Whole Cake Island. Et déjà, j'avais remarqué un truc assez intéressant à soulever, c'est le fait que voilà, on est au courant que Big Mom avec ce chapitre donc, on est au courant qu'elle sait que Luffy est arrivé, qu'elle est présente, qu'il est présent pardon. Et donc, on pourrait se dire ouais, mais Big Mom, tranquille, elle laisse ce pirate qui a quand même botté le cul de Doflamingo, hein, je veux dire c'est de notoriété publique maintenant, a quand même botté le cul d'un des plus puissants Shichibukai. Alors ouais, je sais, ça a été dit, ouais, ça y est, ils pensent qu'ils ont vaincu des Shichibukai, ils se sentent plus, etc., comme l'avait dit Kaido, je crois. Mais il n'empêche que Doflamingo, c'est Doflamingo, et c'est pas rien, tu vois, surtout si c'est quelqu'un qui l'a vaincu. Donc, je trouve un peu dommage qu'on ait là un méchant qui vraisemblablement laisse Luffy et compagnie entrer facilement dans son territoire parce qu'elle pense qu'elle va les écrabouiller. Bon, c'est tout à fait normal et ça reste dans la logique d'un Yonko qui se croit justement plus puissant que les autres. Et en soi, c'est le cas. Ils sont plus puissants que les autres. Comme l'a dit Kaido, là, c'est plus de la rigolade. Ils sont contre les vrais putains de pirates. Mais bon, attendre de croiser le fer contre un Yonko pour dire que là, tu joues vraiment aux pirates, je veux dire, c'est un peu exagéré. Je veux dire, contre Doflamingo, me dites pas que c'était pas un vrai pirate, ça merde quoi. Bref. Donc je trouve ça un peu facile. Maintenant, bon, ça permet aussi d'éviter, je pense, des chapitres un peu inutiles où effectivement Luffy va devoir se bagarrer, on va dire, avec le système de défense qu'on a vu entre temps dans les chapitres précédents. Maintenant, et ça je pense que c'est le cas, je pense que effectivement comme c'est des îles qui se trouvent un peu éloignées de Whole Cake Island et qui n'ont rien à voir en fait au niveau stratégique et militaire, enfin, comme il n'y a aucun rapport avec ça, c'est normal qu'il n'y a pas vraiment de grosse défense, il y a juste en gros la police locale, etc. Et que c'est vraiment autour de Whole Cake Island qui est au centre, si j'ai bien compris, ou en tout cas au centre de toutes ces îles, que justement là il y aura un vrai système de défense, tu vois, genre personne ne peut entrer, c'est la zone où il faut pas aller. Donc à mon avis c'est plus là et pas dans les îles autour, même si comme je l'ai dit, je trouve quand même ça un peu facile. Surtout que Tamago est au courant de ce qu'a fait Kapone Kangobechi en tirant justement sur quand il a tiré donc sur Pecoms, et il avait bien dit que voilà ça servira de leçon à Pecoms, voilà il est con d'avoir suivi, d'en avoir fait qu'à sa tête, et puis le mec est laissé pour mort autour de ses ennemis. S'il a survécu et s'il arrive avec Luffy et qui justement ils sont au courant, c'est que techniquement Pecoms est avec eux. Voilà, c'est assez simple. Et puis même justement si Pecoms les aide alors contre son gré ou pas, je veux dire ça ne change rien au fait que celui-ci est quand même considéré comme un traître. Voilà, c'était juste un point que je voulais quand même souligner parce que c'est important. Bref, ils arrivent donc dans cette première île où tout est en sucrerie, c'est en chocolat, bref, c'est surtout le chocolat, et des toits en chocolat, des maisons en chocolat, des portes en chocolat, voilà, tout est fait pour que Luffy et compagnie justement se retrouvent dans un véritable pays de merveille, hein, et le mot n'est pas choisi par hasard. En anglais, dans la traduction, c'était bien écrit « The Wonderland, it's a true Wonderland », comme elle dit justement Carrot, ce qui fait évidemment une référence, on va dire, à Alice au Pays des Merveilles, sachant qu'il y a déjà un lapin, Carrot c'est un lapin, qui se promène dans ce monde rempli de merveilles, si je puis dire. Ça crée déjà donc cette petite référence à Disney qui a déjà été notée, mais on remarque tout au long de ce chapitre qu'il y a des références par-ci par-là, enfin. Allez, dans le passé, il y en a déjà eu. Par exemple, Brooke, c'est une grosse référence à Jack Skellington, qui est le personnage dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je crois que Oda l'avait déjà dit dans une interview que voilà, c'est un peu fondé sur le truc. D'ailleurs, je vais vous mettre en défilé des images comme ça de certaines références. Et puis, beaucoup de personnages de One Piece sont basés sur des personnalités publiques. Genre, par exemple, même genre Akainu, ça, c'est des acteurs connus au Japon. Bon, voilà, mais par rapport à Disney, c'est normal qu'on ait parfois, de temps en temps, des références. Maintenant, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'Oda avait en tête. C'est peut-être un hasard, parfois pas, parfois oui, j'en sais rien. On s'en fout, mais on arrive quand même à trouver certaines similitudes
d'habitude, et ce n'est pas du plagiat, bien entendu, parce que beaucoup crient au plagiat, alors que pas du tout, c'est juste de l'inspiration en soi, sans forcément tomber dans le véritable plagiat. Je veux dire, NL, on dit souvent que c'est, voilà, il est basé sur Eminem. Est-ce que t'as vu NL rapper, putain de merde? Est-ce que t'as vu NL rapper? Est-ce que t'as vu NL avec un gun là? Non, tu l'as pas vu comme ça. Donc voilà. Bref, donc du coup, j'avais ce sentiment de revoir des petits trucs par-ci par-là. Ensuite, on a le changement de tenue évidemment des personnages, notamment Nami d'ailleurs, qui a une tenue qui me rappelle beaucoup ce que portent certaines meufs d'ailleurs au festival, au Beer Fest, là, Oktoberfest, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus, ce qu'il y a en Allemagne, là où tout le monde boit de la bière et tout, voilà. Bon, c'est un truc autrichien, je sais plus du tout. C'est une tenue comme ça qui me dit un truc, je sais pas comment on appelle ça. Faudrait que je retrouve éventuellement. Si vous avez le nom du truc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. La tenue comme que ce qu'a Nami. Bref, du coup, ils arrivent dans cet endroit et découvrent un endroit où il y a énormément de races différentes. On voit des gens qui ont des longues jambes, on voit des minks, on voit même des gnomes, etc. On voit donc un peu de tout et Pecom s'explique que donc cette île est en fait une île que justement qui est censée rassembler toutes les races, hein, une sorte j'allais dire d'utopie en soi, mais en fait un endroit où se trouvent toutes les races, il n'y a pas de discrimination que dalle, et que c'est un peu ce que désirait Big Mom. Donc et justement je me suis dit waouh, quand même pour Yonko décider de créer un pays, enfin en tout cas une île, un pays, ouais, un pays comme ça, je trouvais ça vraiment sympa de sa part, et ça m'a fait que me renforcer dans l'idée que je veux savoir en fait pourquoi Pecom ça rejoint Big Mom, parce que je pense qu'il y a un lien avec ça et c'est pas par hasard. Je pense que Big Mom aussi a décidé de rassembler un pays avec différentes races. Et j'aimerais en savoir plus sur elle. Pour Barbe Blanche par exemple, s'il est devenu pirate à la base, c'est parce qu'il voulait une famille, et sa famille il se l'est créée avec les différents membres de son équipage qui ont décidé de l'appeler papa, tu vois. C'est pas pour rien tout ça, c'est important, c'est logique. Pour Big Mom, bon, tout le monde l'appelle maman en soi. Je pense qu'il y a un lien aussi par rapport à ça. Bon, je pense pas que ce soit comme Barbe Blanche qui voulait des enfants parce qu'elle est stérile, tu vois. Non, on va pas chercher trop loin. Je pense qu'il y a un autre truc. Mais là, il crée donc un pays avec toutes les races et tout, et je trouve ça bien pas mal, et ça donne envie donc de savoir ce que Big Mom en réalité derrière la tête, parce qu'en soi ça peut être un truc pas mal et tout, comme dans Dressrosa où t'avais tout le monde avait l'air content, etc. Il y a des jouets, ça a l'air super marrant et tout, alors qu'en réalité il y a un putain de passé sombre qui se cache derrière ces sourires, tu vois. Donc peut-être c'est pareil ici, en soi c'est un pays qui soi-disant rassemble différentes races autour du monde sans discrimination, alors qu'en fait tout ça c'est un but secret qui n'est pas encore révélé pour l'instant. Donc restons calmes et voyons un peu. N'hésitez pas à mettre en commentaire évidemment ce que vous en pensez par rapport aux différents points que je soulève ici. Bon, donc après on a une explication sur le système, voilà, genre t'as pas le droit de manger les maisons, etc. Évidemment, autre temps, Luffy lui il est parti faire sa couille, puisqu'il allait manger évidemment qu'à la maison, le café même de quelqu'un. Et du coup on a la police qui arrive, qui intervient donc pour le coffret. Mais là t'as la proprio donc du café qui intervient, on découvre que c'est Pudding. Alors première surprise, parce que je me suis dit, ok, t'as Sanji il est sous haute surveillance parce qu'il doit marier une fille qui est une des filles de Big Mom en plus, tu vois. Et on voit la fille de Big Mom arriver tranquille, elle possède un café, genre une femme tout à fait banale en fait. Si ça n'avait pas été Pudding, on se serait dit c'est un personnage assez lambda, tranquille, tu vois. Mais non, c'est la fille d'un des Yonko. Et c'est vrai, on pourrait se dire mais comment ça se fait que les si normal en soi, mais il faut se rappeler que voilà, si j'ai bien compris, en soi Big Mom a des dizaines et des dizaines d'enfants, on ne sait pas combien, mais en tout cas elle en a énormément. Elle en a énormément d'enfants. Bon, des filles, des garçons, ça j'en sais rien, mais en tout cas, elle a plusieurs filles. Et donc, j'avais pas trouvé ça, en gros, trop surprenant de voir une de ces filles paraître un peu trop naturelle, enfin ordinaire si je peux dire, parce qu'en soi, on en a tellement, je veux dire, si on a une qui est normale, qui fout rien, on s'en fout, quoi. Je veux dire, même si par exemple Pudding crève, je suis pas sûr que Big Mom soit là, genre, ouais, ramenez ma fille, etc. Pas forcément sûr de ça. Parce que sinon, je pense que Pudding serait un peu surveillé ou protégé, à moins que Pudding soit assez forte pour se défendre toute seule. Mais même comme ça, je trouve ça un peu douteux. Bref, et donc elle arrive sur un tapis volant, et déjà là j'ai une autre, ça m'a fait penser à Aladdin, presque sur le moment, tapis volant, avec un froc qui ressemble presque à celui d'Aladdin mais en noir comme ça, avec sur l'épaule une créature bizarre avec un petit chapeau, ça me rappelait Abu, le singe. Bon, je veux dire, les liens sont... Vous voyez quel genre de lien je vais établir, même si c'est assez what the fuck en soi. Mais... voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Donc ils arrivent et ils font bizarrement assez ami-ami. En soi, la meuf, c'est visiblement quelqu'un qui aime bien les compliments, presque comme Chopper. Et on voit que la meuf, en fait, est assez excitée, hein, en tout cas elle rougit, à l'idée de se marier. Je veux dire, elle va épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas, visiblement. Enfin, non, ça doit être ça. Et elle est quand même excitée. Genre, elle est là enthousiaste, tu vois, dans tous les cas. Et je me suis dit, putain, la meuf, elle est quand même prête à épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Est-ce qu'elle sait les enjeux de son mariage et tout? C'est pour ça que je voulais savoir, je voulais en apprendre un peu plus, et que ça m'étonne que Pudding soit comme ça, un personnage aussi ordinaire. Mais en soi, je pense que ce sont des éléments qui vont être révélés, bon, évidemment, par la suite.
Donc Luffy et tout se lie un peu avec elle, il discute un peu et Luffy lâche la gomme comme quoi voilà je suis Luffy, celui qui sera le futur roi des... Et voilà, la Nami l'interrompt malheureusement un peu trop tard puisque Pudding a entendu ça. Donc sur cette partie-là du chapitre, évidemment, Pudding, allié, ami de Luffy, je veux dire c'est pas un personnage qui semblera, qui deviendra un ennemi je pense, ou un peu comme les Vince Smoke qui en soi étaient plus ou moins amicaux. Pudding ici c'est pareil, d'ailleurs Brooke soulève même le point, ouais voilà, c'est une des qualités de notre capitaine, toujours la chance, tout le monde sympa avec lui. Sur ce coup-ci c'est presque du plot armor si je puis dire. Mais, mais en gros c'est quand même c'est quand même assez facile je trouve qu'en soi Luffy puisse si facilement entrer dans ce pays et se lier quand même un peu avec tout le monde. Je sais que c'est sa force en soi, je sais que le personnage est comme ça, même Mihawk l'avait dit, c'est un des pouvoirs les plus dangereux, mais voir finalement tous les gens qui, autour de Big Mom s'allier plus presque autour de Luffy avant même que celui-ci ne la rencontre, c'est quand même assez chaud. T'imagines Luffy il arrive tranquille, il arrive à la tea party et tout le monde est là, présent, en fait tout le monde est déjà devenu allié de Luffy entre temps. Allez je déconne un peu parce que je suis pas là en train de me plaindre en soi, je trouve ça nécessaire, c'est en soi aussi un des pouvoirs des héros de shonen, hein. Ils sont toujours là à se lier aux autres, c'est pas inhérent à Luffy que dans One Piece, c'est vraiment à plusieurs personnages dans les mangas. Bref, entre temps on a eu un petit passage assez intéressant aussi avec Pedro, hein, comme quoi quelqu'un l'a reconnu et tout, et en soi je me suis dit au début putain pourquoi est-ce que en soi Pedro aujourd'hui ouais je vais te raconter plus tard pourquoi il m'a reconnu, je sais pas quoi, pourquoi je suis connu, parce qu'en soi c'est logique, Pedro fait partie de Mousquetaires qui sont des personnages assez influents sur l'île de Zo, l'île d'où viennent les Mink, et c'est un Mink qui l'a reconnu, donc c'est normal que peut-être ils connaissent Pedro parce qu'il est connu, parce qu'en tant que Mink c'est comme si tu connais, c'est comme je vais dire c'est comme si vous voyez votre ministre ou votre président, tu vois, tu le reconnais, c'est comme si tu voyais une star de ton pays, tu le reconnais, bah c'est pareil, c'est un Mink, il a reconnu Pedro qui est très connu chez les Mink, il le reconnaît, mais là l'auteur a décidé de justement pointer une interrogation quand même sur le fait qu'ils soient reconnus. Donc à mon avis, et vous allez me dire je pars de rien, mais à mon avis Pedro et Pedro en fait était peut-être lié à Big Mom avant, Pecoms l'a suivi, Pecoms s'est resté, Pedro s'est retiré. Voilà, c'est plus ou moins ça que je pense. Parce qu'en soi, s'il est peut-être connu aussi dans ces îles près du territoire de Big Mom, qui en soi n'est pas non plus super ami avec les Ming, je pense. Enfin, quoique, voilà. Bah, je me dis que peut-être justement Pedro était déjà venu à cet endroit et que donc ce Mink-là le connaît de par son passé sur cette île. Peut-être. Et puis ça permettrait aussi de voir et de faire un lien avec le passé, le lien entre Pecoms et Pedro. C'est vrai qu'en soi, il a été dit que Pedro et Pecoms sont des frères. Mais il faut savoir que c'est des frères, c'est pas forcément des frères de sang. Hein, ça peut très bien être des frères de race, dans le sens où voilà, t'es un Ming du lion, comme moi aussi je suis un Ming du lion, etc. Donc on est frères, tu vois. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas des frères de sang. Ça pourrait l'être en soi, mais bon. Et donc voir comment ça se fait ouais, que Pecom s'est rejoint Big Mom, et voilà, si Pedro pareil, bah, comment lui aussi a rejoint Big Mom. Parce qu'en soi, c'est forcément lié à cette... à ce pays justement qui réunit toutes les races du monde, les Mink, les Gnomes, etc. Je pense qu'il y a un lien avec ça, mais on verra certainement ça dans les flashbacks qui vont venir plus tard dans l'arc. Bref, ensuite on switch sur la partie avec Big Mom, qui est une partie très intéressante, où en gros elle est en train de préparer donc la Tea Party, qui n'est vraisemblablement pas près du tout en fait, on en est loin. Donc cet arc-ci, dans la temporalité One Piece, va se dérouler sur, on va dire quelques jours, possiblement. Hein, donc ça va pas, voilà, tout, je veux dire Luffy arrive, tout va pas se terminer le jour même, tu vois. Hein, clairement pas, c'est pas comme des Dressrosa. Maintenant c'est possible, mais ce sera assez bizarre. Quoi qu'il en soit, les événements donc ne sont pas prêts d'être de se dérouler tout de suite, mais on voit et on aperçoit entre temps des hommes de main de Big Mom, voilà certains, il y a une femme, il y avait même un truc que pendant un instant j'ai cru voir un flamant rose, mais pas du tout. On voit un type avec un chapeau, voilà, donc c'est les hommes qui servent Big Mom. Et Big Mom elle-même, elle fait un petit blabla, voilà, Luffy est arrivé, je suis au courant, Mugiwara. Et donc elle dit au bienvenu, tu vas venir dans ces pays, on est là dans ce pays incroyable, qui s'appelle donc Totland. Et donc Totland, déjà, il y a une double signification en fait à Totland. Alors au niveau de l'écriture japonaise dans les kanji, on peut lire donc le pays des 10 000. Je pense que c'est une référence au fait que c'est un pays qui rassemble des milliers de races différentes, enfin des milliers de races différentes et des milliers de personnes donc qui viennent de tout horizon. Et la seconde signification, c'est qu'en allemand, Totland, ça signifie le sol, pays de la mort. Hein, Tot, ça veut dire mort en allemand, et d'ailleurs je suis très content finalement d'avoir suivi ces cours d'allemand secondaire. Totland, donc c'est ça fait référence donc à un pays de la mort, voilà. Donc, est-ce que c'est la signification première, pays de la mort, parce qu'on soit dit c'est un pays magique qu'ils appellent pays de la mort, tu vois, donc je pense que c'est un sens caché à ça, parce que c'est écrit en allemand, c'est peut-être pas pour rien. Encore une fois, l'Allemagne et tout, la petite référence. Et donc, du coup, en soi, je pense que ce nom signifie aussi que
finalement, tout ce pays, un peu comme Dressrosa, je l'avais dit, cache un autre secret. Et je fais le lien éventuel avec le pouvoir du fruit du démon de Big Mom. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, vous l'avez obligé à remarquer en fait. Vous avez remarqué que la plupart des objets autour d'elle, et même dans le pays autour, ou même le bateau où se trouvait Kakumenegon Ibeche, ont des visages, ont des expressions comme s'ils avaient une conscience. Genre, t'avais des portes, t'as même des théières, des tasses, des armoires, encore une fois une référence à Disney, genre La Belle et la Bête. Voilà, t'as des trucs comme ça qui ont l'air de pouvoir penser et réfléchir. Bon, pas dans une certaine mesure, genre ils savent juste dire hey, bonjour, salut, tu vois. Ils expriment genre surtout le bonheur dans leur visage. Et tous ces objets inanimés, je me dis, c'est obligé un pouvoir de fruit du démon. C'est comme les jouets d'Andressrosa, c'était l'œuvre du pouvoir de ce gars qui transformait les gens en jouets. En leur effaçant la mémoire, mais enfin en effaçant donc la mémoire des gens qui connaissent donc le jouet, mais transformait les gens en jouets. Et du coup, pour ces objets ici qui sont autour de Big Mom, je pense que c'est pareil. C'est l'œuvre du pouvoir d'un fruit du démon qui permet visiblement d'insuffler dans les objets inanimés et les objets inertes une conscience, une expression. Voilà, parce qu'en soit le bateau où se trouvaient Kapanegan Beche et Tamago, etc., avait un visage qui pouvait exprimer parfois la surprise, genre oh, des trucs comme ça. Donc c'est pas uniquement des gens, enfin des visages et des expressions heureuses hein, et joyeuses. Donc à voir, mais ce serait un pouvoir assez, je veux dire chaud, assez incroyable de pouvoir insuffler la vie. Allez, dans une certaine mesure, on ne sait pas l'étendue en fait de insuffler la vie, mais en tout cas donner presque rendre vie, ouais, donner la vie à des objets inanimés. Alors quel pouvoir de fruit du démon pourrait faire ça? Il y avait une théorie en fait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je le dis avant que quelqu'un dise hey, t'as vu ça partout, c'est toi qui as lu, t'as piqué les idées. J'ai lu ça en fait, il y a déjà très longtemps, il y a ouais, la première fois qu'on avait vu Big Mom avaler des gens, etc. et qu'on avait vu les premiers hommes enfin Tamago et tout ça, qui avait donc l'idée, et c'était Alpha je crois, donc qui est un youtubeur qui s'est fait hacker entre temps d'ailleurs, mais qui faisait beaucoup de théories sur One Piece qui sont révélées vraies, genre Sanji et ses origines par exemple, en anglais. Hein. Comme quoi le pouvoir de Big Mom, ce serait un pouvoir lié à la sorcellerie. Genre, tu vois, aux sorcières. Et en fait, quand j'y pense, je trouve ça en fait logique. Parce que comme je l'ai dit, là, il y a des références à Disney. Et dans Disney, c'est qui les antagonistes? C'est toujours, ou en tout cas à l'origine des trucs, des histoires. T'as des sorcières, des monstres, mais en général, ça revient tout, ça fait toujours une référence à la magie, à la mauvaise magie. Jafar, Maléfique, putain, voilà. Je veux dire, même dans un des derniers films Disney de l'époque, de l'ancien style, avec la grenouille et la princesse, c'était en gros, c'était un putain de marabout là, qui avait transformé un des personnages en grenouille. Tu vois, encore une idée de sorcellerie. Et donc je me dis, et même genre Hansel et Gretel, voilà, encore une référence à la sorcellerie. Mais bon, ça c'est pas Disney, enfin je crois, je sais plus. Non, ça c'est les contes ça c'est Grimm, je crois. Voilà. Mais voilà, tous ces trucs-là pointent vers la sorcière, les sorciers en tant qu'antagonistes. Et je me dis que Big Mom, dans un univers qui rappelle beaucoup tout ce qui est Disney, Prince, Princesse, bah que le fruit de la sorcellerie ça lui va bien. Et en plus ça pourrait expliquer donc le fait qu'elle arrive à donner la vie à certains objets. En fait genre c'est peut-être des anciennes personnes qui sont transformées en objets. Mais je trouve ça dommage que justement ça ferait un parallèle avec ce girl et tout, ça ferait un peu trop la même chose tu vois. Donc je pense que c'est un pouvoir un peu plus large que le fait de transformer les gens, ça peut être n'importe quoi, genre le fait qu'elle ait avalé des gens par exemple, elle les mangeait, à un moment on avait mangé des subordonnés, par le passé on avait vu ça. Voilà. Donc plein de trucs qu'elle peut faire, je pense, et pas uniquement ça, ce qui lui donne un pouvoir paramécia, j'imagine, parce que je pense pas que ce soit un Logia mythique. Je pense pas que ce soit ça. Quoique ça pourrait l'être, mais ce serait quoi le Logia mythique de la sorcière? Je pense pas. Je pense que c'est peut-être un simple paramécia. Enfin, j'ai dit un Logia mythique, je voulais dire un Zoan mythique. Mais non, je pense plutôt effectivement que c'est un paramécia de la sorcellerie ou voilà, de la sorcière, enfin je sais pas. Et donc ça lui donne plein de pouvoirs qui lui permet donc d'enchanter plein de trucs, tu vois. Et ça permettrait aussi de renforcer l'idée, voilà, que Big Mom c'est une vieille dame, elle a l'air d'être une sorcière, limite qui mange des gens, hein, t'imagines en fait elle a réuni tous les minks, en fait pour en réalité les transformer, les utiliser comme dans une marmite géante, parce qu'elle rassemble plein d'ingrédients, les différentes races du monde, pour les transformer en je ne sais quoi et pour la rendre plus forte, les manger, je sais pas du tout. Parce que la meuf elle mange beaucoup tu vois, elle cherche les sucreries autour du monde, donc imagine un plat composé d'humains ou quoi, ça serait vraiment glauque mais ça rentrerait un peu dans la logique et l'idée de One Piece. Putain cette vidéo est longue par contre, je ne sais pas combien elle durera. Et donc voilà, c'est une idée concernant le pouvoir de Big Mom, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez par rapport donc à son pouvoir. Je suis sûr que je vais être surpris. Je lis vos commentaires à chaque fois. Je ne réponds pas toujours, c'est sûr, parce que tous les jours j'en reçois énormément. C'est pas simple de tout répondre, mais je les lis en tout cas et j'essaie d'en reparler la vidéo suivante. Et donc maintenant je vais parler donc d'un truc par rapport au chapitre précédent que vous aviez dit éventuellement. C'est le fait que, et c'est en fait aussi en lien avec cette vidéo, c'est pourquoi c'est Sanji qui épouse Pudding. On a vu en fait
que là, Pudding, elle est excitée à l'idée de se marier avec Sanji alors qu'elle connaît pas. Donc logiquement, elle pourrait se dire aussi, ouais, s'il épousait genre Yonji, la meuf, elle serait aussi satisfaite. Et donc là, je me suis dit, ok, vous aviez dit vous-même que peut-être Sanji a 12, au total c'est une famille Levin Smoke de 12 enfants. Genre par exemple, les noms Sanji, Niji, etc., ça fait référence aux heures. Genre Sanji c'est la 3e heure, Niji 2e heure, Reiju c'est l'heure 0, parce que bon c'est la meuf, bon, et t'as Ichiji, l'heure 1. Enfin la première heure, pardon. Et on ne sait pas, peut-être qu'il y avait comme dans une horloge, t'as 12 heures, tu vois. Bon, on saura dans une journée, une journée c'est 24 heures, mais vous comprenez l'idée pourquoi je dis 12, quoi. 12. Donc 12, on a vu un personnage, vous l'avez dit aussi dans un des chapitres précédents où la rêverie allait se mettre en place, on a vu le bas du visage d'un vieux qui avait un cadran sur le menton avec une horloge qui signifie des heures. Et donc peut-être que ce type était le père de Sanji, puisqu'on sait que justement le père Vinsmoke lui participe entre autres peut participer à la rêverie. Donc 12 frères. Mais si effectivement 12 frères, ou en tout cas des sœurs, des frères, peu importe, je me demande pourquoi est-ce que ce serait Sanji, lui, qui doit épouser Pudding. Pourquoi se casser le cul à récupérer ce fils-là qui s'est barré depuis longtemps alors que t'as d'autres gosses à côté qui peuvent se marier. Ce serait dur de justifier que tous les enfants nés après Sanji, parce que si Sanji est le 3, c'est que techniquement c'est le 3e né, enfin le 4e si on compte le 0, et tous les autres ils ont rien. Non, c'est pas possible. Donc je pense que peut-être, et ce serait plus facile pour l'auteur, je pense, de se limiter à Reiju et les quatre mecs. Ou je sais pas si le premier ou le deuxième sont des filles aussi, bon j'en sais rien. Mais se limiter à ça. Parce que déjà niveau design, ça lui facilite la tâche. En plus 12 frères, c'est assez chiant et ça enleverait allez, disons que le fait d'introduire plusieurs frères comme ça, plusieurs frères et sœurs, c'est vrai que ça pourrait être marrant, ça pourrait être sympa, mais c'est assez chaud et compliqué à mettre en place, surtout s'ils ont tous des designs qui se ressemblent, à la longue ce sera un peu saoulant je trouve. Je pense que déjà se limiter à 5 Ghost in Smoke, c'est assez bien. Quoi qu'il en soit, le fait que Sanji donc soit celui qui va se marier nous dit alors les 4 autres qu'est-ce qu'on en fait. Donc t'as Reiju, déjà c'est une fille logiquement, elle peut pas se marier avec un des gosses de Big Mom, parce que peut-être qu'elle a jamais eu de mec, dans le sens de fils. Peut-être qu'elle a que des filles. Bon, ça c'est une raison. Mais surtout qu'en soi les reines donc les reines du Germa Double-Six, donc en gros le fait que de contrôler le Germa Double-Six sera hérité par un mec, vraisemblablement, parce qu'on est dans un milieu mafieux, c'est un milieu de bonhomme, logiquement c'est un mec qui sera le patron et pas une fille. Bon, c'est une approche un peu sexiste en soi, mais ça correspondrait un peu à ce milieu de mafieux, de tueurs, voilà. Et en plus on voit que la meuf, voilà, c'est une tueuse déjà, donc je pense pas que elle se voit clairement hériter, être une sorte de big boss, surtout qu'on la voit ici, elle n'a vraisemblablement pas d'attache avec quelqu'un, je la vois mal avoir une attache. Bref, ensuite on a Ichiji Niji, ça on sait pas, on va y revenir, et on a Yonji. C'est le cadet, donc peut-être il est trop jeune, et peut-être parce qu'il est jugé trop con ou irresponsable, j'en sais rien du tout. Mais peut-être qu'il n'a pas l'aura d'être quelqu'un de fiable ou d'assez fort peut-être pour hériter des reines du Germa Double Six. Parce qu'en soi, si Big Mom veut marier sa fille à un mec du clan Vinsmoke, c'est parce qu'avec ça, elle peut justement rapprocher les familles et se mettre et un peu hériter aussi et contrôler en soi le Germa Double Six, et aussi pour pouvoir avoir l'accès donc à leur technologie, puisque c'est un pays très avancé. Est-ce qu'il y a un lien avec d'ailleurs Vegapunk? Ça j'en sais rien du tout. Putain, t'imagines Ichiji en fait c'est Vegapunk, putain. Non allez, je déconne. Mais du coup, il nous reste Niji et Ichiji. Alors, il n'y a pas de 36 solutions. Soit un des deux est une fille, voilà. Soit un est mort, soit un est gay. Je veux dire, on a bien l'île des Travelots, pourquoi pas un personnage gay, allez. Ou un Travelot, tiens, je déconne, je pense pas qu'il y ait un Travelot dans un... Voilà, je pense que c'est un milieu de bonhomme assez carré, donc un Travelot assassin, ça pourrait être drôle, mais je pense pas que le père Vinsmoke qui soit du genre à faire ça. J'ai le feeling que ce soit pas le genre. Donc peut-être un gay serait drôle, une fille, le fait qu'il soit mort, ou le fait aussi qu'il soit déjà marié. Voilà, c'est les raisons principales qui font que peut-être les deux premiers frères ne peuvent pas se marier, parce que voilà, ils ont des raisons. N'hésitez pas aussi encore une fois à mettre en commentaire pour vous pourquoi les autres frères de Sanji ne peuvent pas se marier. Le fait qu'il y ait un frère mort d'ailleurs serait intéressant aussi. Ça permettrait de faire un lien avec le passé, peut-être de la mère de Sanji qui est morte tuée par le père, et le frère qui est mort en permettant à Sanji de s'enfuir, je sais pas. Voilà, mais je pense qu'il y a du foreshadowing là-dedans encore une fois. Donc du coup ça nous laisse que Sanji comme véritable héritier, le grand fort Sanji qui est déjà connu nos parts de monde et tout, il a l'aura d'un big boss, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a marié à Pudding. C'était la question que je me posais et il était important donc de la soulever. Voilà, c'était plus ou moins ce que je voulais dire par rapport à ce chapitre. Voilà, bon, il y a eu énormément de choses à dire, mais bon, c'est normal, c'est le premier chapitre donc d'une longue série. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer donc dans les chapitres suivants? Donnez-moi votre avis sur le pouvoir de Big Mom, sur les Vinsmoke, sur le passé de Tamago, Pedro.
Voilà, c'est des trucs qui peuvent être très intéressants à lire de votre part, et surtout les liens ou les autres clins d'œil par rapport à Disney ou les autres trucs, les autres contes, les contes de Grimm, etc. que vous avez lus, vus, des références qui sont cachées là-dedans. N'hésitez pas à les mettre, c'est toujours bien de partager. Sur ce, les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine. Enfin, j'espère, j'ai pas vu s'il y avait écrit pas de chapitre la semaine prochaine, et j'espère pas. Donc à la semaine prochaine peut-être, pour le prochain chapitre de One Piece. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable semaine, et amusez-vous bien les gens, et bon examen pour ceux qui les ont aussi. Ciao ciao. Zoom.